Bien, on va corriger le bac 2024, Polynésie, jour 2. Exercice 1, suivi cinétique par conductimétrie de l'hydrolyse de chlorure de tertiobutyle. Donc là, dans cette thématique, nous avons de la conductimétrie et de la cinétique. Alors, dans le texte, on nous dit que le chlorure de tertiobutyle est un composé organique utilisé comme solvant pour les peintures, comme intermédiaire de synthèse dans certains parfums. Instable en solution aqueuse, il se décompose par hydrolyse en formant un alcool. Très bien, l'objectif de cet exercice est de suivre l'évolution temporelle de l'hydrolyse du chlorure de tertiobutyle, autrement dit sa dégradation au cours du temps. Suivi conductimétrique de l'hydrolyse de chlorure de tertiobutyle. Lorsqu'une transformation chimique lente met en jeu une espèce ionique, la conductimétrie permet d'étudier sa cinétique. Alors ça c'est quelque chose d'important puisqu'on a vu que dans la leçon sur la cinétique, toutes les études qui pouvaient être faites sur les transformations chimiques ne pouvaient être faites que si elles étaient suffisamment lentes pour pouvoir être suivies dans le temps. Si elles sont trop rapides, on n'a pas le temps d'effectuer des mesures. Et si elles sont trop lentes, eh bien, du coup, c'est pas compatible avec des durées d'expérience en laboratoire. Donc, il faut qu'elles soient suffisamment rapides pour pouvoir être exploitées et suffisamment lentes pour pouvoir être analysées, soit par des méthodes physiques, soit par des méthodes chimiques. Alors là, on nous donne l'équation de la transformation du chlorure de tertiobutyle que l'on notera RCl en présence d'eau et on forme l'alcool correspondant, on libère les ions H3+, et les ions Cl-. Là, on voit bien que le suivi conductimétrique va se faire au travers des ions présents dans le milieu réactionnel. Donc soit l'étude va se porter sur les ions chlorure, soit elle va se porter sur les ions H3+, puisque ce seront nos espèces ioniques formées au cours du temps. Après, on nous donne des informations dans un tableau, donc les masses molaires atomiques, du carbone, de l'hydrogène et du chlore. Donc, question 1, on y va. Représenter la formule semi-développée de l'alcool ROH produit lors de l'hydrolyse du chlorure de tertiobutyle, entouré et nommé le groupe caractéristique présent. Alors, là encore une fois, une bonne partie de la réponse est dans la question, puisqu'on nous dit qu'il n'y a qu'un seul groupe caractéristique à entourer, que l'on part du chlorure de tertiobutyle, donc CH3, 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 donc Cl, et lorsqu'on l'hydrolyse, il forme son alcool correspondant. Donc là, on enlève le Cl, on remplace par le OH, et on a la formule développée de l'alcool. La fonction qu'on va entourer, c'est bien évidemment la fonction alcool, apportée par le groupe hydroxyle. Donc voilà. Pour réaliser donc l'étude cinétique de l'hydrolyse du chlorure de tertiobutyle, on met en œuvre le protocole suivant. Verser un volume de 200 ml de mélange eau et de propanone dans un bécher. Placer le bécher dans un cristallisoir rempli d'eau. Installer une sonde conductimétrique et un dispositif d'agitation. À l'aide d'une pipette jaugée, verser 1 ml de chlorure de tertiobutyle. Donc, volume. Donc, les informations qu'on nous donne, c'est que le volume de tertiobutyle est égal à 1. Alors, il y a une précision à 2 chiffres. Oui, 1,0 ml de tertiobutyle. C'est comme ça, TV. Dans le volume VE de 200 ml de mélange et déclencher l'enregistrement à cet instant. Alors on mesure la conductivité toutes les 5 minutes pendant 100 minutes. On a la courbe 1 qui représente l'évolution de la conductivité au cours du temps. Très bien. On nous donne la loi de Coleraut. Question 2. À partir de cette loi, exprimer la conductivité sigma de la solution en fonction
de la concentration en quantité de matière dans l'ion oxonium et en ion chlorure, notés respectivement. OK. Donc là, on veut exprimer sigma, la conductivité, en fonction de la concentration en ion H3O+, et en fonction de la concentration en ion chlorure. Alors, quand on fait de la conductivité, la première étape, c'est de faire le bilan des espèces ioniques. Alors, bilan des espèces ioniques. Alors, j'ai des ions H3O+, et des ions HO- qui sont présents du fait de l'autoprotolyse de l'eau. Puisque une partie du solvant c'est l'eau, vous avez vu que la réaction d'autoprotolyse de l'eau nous permettait d'obtenir des concentrations de ces deux espèces égales à 10 puissance moins 7 mol par litre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous dit dans le texte qu'il y a des ions H3O+, et des ions Cl- qui proviennent de l'équation de départ, à savoir, lorsque j'ai du chlorure de tertiobutyle, malheureusement, au cours du temps, il se dégrade et libère des ions H3O+, et des ions Cl-. Donc on va avoir des ions H3O+, et des ions Cl- qui sont dus à la dégradation du tertiobutyle. Donc du coup, les espèces ioniques qui vont intervenir dans la formule de Colro vont être les ions H3+, les ions HO-, les ions H3O+, et les ions HO- qui proviennent de ces deux transformations chimiques ayant lieu dans notre système réactionnel. Sauf que on va négliger les concentrations en ions H3O+, et en ions HO- apportées par l'autoprotolyse de l'eau, devant les concentrations en ions H3O+, et en ions Cl- apportées par la dégradation du tertiobutyle, puisqu'on peut le voir ici, on est en 10 puissance moins 7 mol par litre, et les concentrations qui vont intervenir ici vont être supérieures à cette valeur. Il faudra faire attention, puisque c'est une hypothèse de travail, que quand on l'a fait pour travailler, à la fin de notre travail, de vérifier qu'on était bien en droit de faire cette hypothèse. Donc, on va négliger devant les concentrations des espèces H3O+ et Cl- apportées par la relation petit 2. Et là, on va noter celle-ci, la dégradation de l'autoprotolyse de l'eau, l'équation numéro 1, et la dégradation du tertiobutyle comme étant l'équation 2. Donc ça, c'est une hypothèse de travail. Donc du coup, on ne s'embête plus avec les ions HO- dus à l'autoprotolyse de l'eau, et les ions H3O+, ne vont être que ceux libérés par la dégradation du tertiobutyle. On ne s'occupera pas des ions H3+ libérés par l'autoprotolyse de l'eau. Donc la formule de Colro donne quoi? La formule de Colro donne sigma égale, donc somme des lambda I xi, conductivité molaire ionique de H3+, fois concentration des ions H3+, plus conductivité molaire ionique des ions chlorure, fois la concentration en ions chlorure. Donc vous voyez que c'était important quand même de faire une hypothèse de travail, parce que déjà n'apparaissent pas les ions hydroxydes, et puis la concentration des ions H3+, du coup, on va considérer qu'elle n'est due qu'à la dégradation du tertiobutyle. Alors ensuite, question 3. En déduire une expression de sigma en fonction de la concentration en ions H3+, et des conductivités. C'est-à-dire qu'ici, dans cette question 3, on veut sigma en fonction des lambda et de la concentration en ions H3+. Alors, quelle est la différence
avec l'expression qui est ici, c'est qu'il n'y a plus la concentration en ion chlorure. Si on prend l'équation 2, c'était quoi? C'est la dégradation du chlorure de tertiobutyle dans l'eau. Ça donne l'alcool, des ions H3O+, et des ions Cl-. Voilà. Donc du coup, quand on regarde cette équation, on voit bien que comme elle est totale, la quantité de matière d'ion H3O+ va être égale à la quantité de matière d'ion chlorure égale à la quantité de matière d'alcool. Donc comme la réaction est totale, ça veut dire que 100% du chlorure de tertiobutyle va être détruit par l'eau, qui est le réactif en excès par définition, puisque ici ça va être le solvant. Et bien à ce moment-là, on va former 100% de ça, 100% de ça et 100% à partir de chlorure de tertiobutyle. Donc si vous voulez, on peut écrire ça de la forme suivante. On peut considérer qu'à l'état initial, on a N0 mol de ça, là on est en excès, là on a 0, 0 et 0. Et à l'état final, le réactif limitant étant le chlorure de tertiobutyle, la totalité de ces N0 mol vont disparaître. Et les coefficients stoichiométriques étant égaux à 1 ici, sauf pour l'eau, qui est en excès, on va fabriquer N0, N0 et N0 mol des trois produits. Donc ça, c'est l'équation 2. Donc comment on va répondre à cette question? D'après l'équation 2, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que NH3O+ égale NCl-. Donc, comme on évolue dans le même volume réactionnel, la concentration en ion H3O+ est égale à la concentration en ion chlorure. Donc dans l'expression qui est ici, on va pouvoir remplacer la concentration en ion Cl- par la concentration en ion H3O+ et factoriser. Donc ce qui donne la conductivité égale la concentration en ion H3O+ fois lambda H3O+, plus la concentration en ion H3O+, fois la conductivité molaire ionique des ions chlorure. On factorise par la concentration en ion H3O+. Et voilà. L'expression de la loi de Colrau simplifiée, factorisée par la concentration en ion H3+, donc fois la somme des conductivités molaires ioniques des deux espèces ioniques présentes en solution. On va passer à la question suivante, la question 4. Donc question 4, à partir de l'expression établie à la question précédente, justifier qu'il est possible de réaliser un suivi cinétique par conductimétrie de l'hydrolyse de chlorure de tertiobutyle. Alors, on vient de voir dans la question précédente que la conductivité était proportionnelle à la concentration en ion H3O+. Donc si on arrive à suivre l'évolution de la concentration en ion H3+ au cours du temps, ça revient à suivre la concentration de l'évolution de la conductivité au cours du temps. Donc voilà, suivre H3+, c'est suivre la conductivité, puisque les deux grandeurs sont proportionnelles l'une à l'autre. Question 5. Calculer la valeur de la quantité de matière initiale de chlorure de tertiobutyle qui sera notée N0. Alors, ici, faut regarder les données du texte. Pour calculer une quantité de matière, il y a plusieurs façons de procéder. Là, on est sur un liquide, donc on va partir sur du classique. La quantité de matière, c'est égal à un petit m sur le grand M. Et on va utiliser les données qui sont fournies, à savoir la masse volumique. La masse molaire, on l'a, et le volume, on l'a aussi, du coup, puisque c'est une masse volumique de 0,850 g par millilitre, on nous dit dans le texte. Alors, on y va. Quantité, alors question combien? C'est la question 5.
on veut calculer la quantité de matière notée. Donc la quantité de matière initiale en tertiobutyle, c'est la masse de tertiobutyle divisée par la masse molaire de tertiobutyle. La masse de tertiobutyle, on ne l'a pas, mais on nous donne la masse volumique fois le volume. Donc ici, ça donne quoi? Ça donne que la quantité de matière, c'est égal à la masse volumique fois le volume, divisé par la masse molaire en tertiobutyle. Alors si on fait le calcul avec les données qui sont fournies, on se rend compte que la masse molaire de tertiobutyle, elle ne nous est pas donnée directement. Il faut faire un petit effort de calcul à partir des masses molaires atomiques. Donc c'est la masse molaire atomique du carbone, plus celle de l'hydrogène, plus celle du chlore. Alors 4, 9 et 1. 95 grammes par mol. 92,5 grammes par mol. Pardon. 92,5. Voilà. Donc ça fait donc, moi j'ai pas les valeurs ici, 0,850 grammes par millilitre, 1 millilitre, et 92,5 grammes par mol. Les unités sont homogènes et on trouve une quantité de matière de 9,2 fois 10 puissance moins 3 mol. Voilà. Question 6. En déduire. Donc en déduire la valeur de la concentration en quantité de matière initiale de chlorure de tertiobutyle notée C0 dans le mélange réalisé conformément au protocole. Alors, pour déduire, ça veut dire qu'il faut qu'on serve du résultat précédent pour répondre à cette question. Donc là, on est sur du classique. C0, c'est égal à N0 sur V. Donc ça fait 9,2 10 puissance moins 3 mol. Et que vaut le volume? Alors là, il faut faire très attention, il ne faut pas tomber dans l'erreur d'étourderie. Le volume, c'est le volume de tertiobutyle plus le volume dans lequel on l'a mis, c'est-à-dire les 200 ml de mélange eau propanone. Donc le volume vaut 201. Alors on va l'écrire ici avec du V égale 200 plus 1, c'est-à-dire 201 millilitres. Donc 201 fois 10 puissance moins 3 litres. Et on trouve, donc là il ne faut pas oublier le millilitre et encore moins les 200 dans son calcul. 4,6 10-2 mol par litre. Voilà. Question 7. On nous donne les courbes d'évolution temporelle de la concentration en quantité de matière d'ioxonium et de chlorure de tertiobutyle. Voilà. En fonction du temps, associé à chacune des courbes l'espèce RCl ou H3O+. Alors, la justification, je ne vais pas l'écrire, elle est simple. C'est qu'on voit bien qu'il y a une courbe qui est décroissante. Et les courbes décroissantes en concentration ou en quantité de matière sont caractéristiques de l'évolution temporelle des réactifs, puisque les concentrations ou les quantités de matière des réactifs ne peuvent que diminuer au cours du temps, puisqu'un réactif est une espèce chimique qui disparaît au cours d'une transformation chimique. Et la courbe 2 ne peut être que celle d'un produit, puisque par définition, les produits d'une transformation chimique sont les espèces qui apparaissent au cours de la transformation chimique. Donc la courbe 1, c'est un réactif, et le réactif, c'est le chlorure de tertiobutyle. La courbe 2, c'est un produit, donc c'est obligatoirement celle des ions H3O+. Alors, au passage, avant de passer à la question suivante,
faites-y très très attention. On a la chance ici de pouvoir vérifier le résultat de la question précédente. Regardez bien. Dans la courbe 1 qu'on vient d'identifier comme étant celle du tertiobutyle, on voit bien que la valeur à l'origine correspond à 0,0. Alors une graduation, ça représente 0,001. Donc on voit bien que la valeur initiale de la concentration en tertiobutyle vaut 0,046, c'est-à-dire 4,6 10-2. Autrement dit, la valeur que l'on peut vérifier sur le graphique. Donc notre calcul est bon. Et là, c'est très intéressant parce que du coup, si vous faites ça, vous pouvez vérifier que, par exemple, si vous avez oublié tout bêtement les 200 ou le 1, vous avez divisé par 200 ou vous avez divisé par 1 et pas par 201, vous avez un résultat qui va être différent de celui qui est lu sur le graphique. Alors, si vous divisez par 200, ça ne sera peut-être pas visible, mais si vous divisez par 1, ce qui peut être une erreur que l'on peut faire, parce qu'on considère que la quantité de matière, elle était présente dans le millilitre que l'on a versé, ce qui n'est pas vrai, puisque la concentration, elle est déterminée par la quantité de matière présente dans le volume du système réactionnel. Donc ça, si vous divisez par 1, par exemple, vous allez vous en rendre compte très vite. Donc c'est une petite astuce. Quand on a la chance de pouvoir vérifier une valeur numérique, on ne s'en prive pas. Question 8. À l'aide de l'une des deux courbes, montrer que l'hydrolyse du chlorure de tertiobutyle est totale. Alors, l'une des deux, tout simplement parce que la première va nous donner la valeur de la quantité de matière totalement consommée et l'autre totalement produite. On voit bien que dans les deux cas, on a 0,046. Donc, que l'on prenne l'une ou l'autre, on va arriver au même résultat. Alors, on va écrire la relation de stoichiométrie quand même entre les ions H3+ et le chlorure de tertiobutyle. Et on va voir que, donc, du coup, que la quantité de matière de ce que je viens de dire, donc finale en ion H3+, qui est égale à 0, et qu'elle était au départ de 0,046, correspond à la quantité de matière finale en chlorure de tertiobutyle. Alors là, on est sur la question 8. Donc, question 8. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, d'après l'équation 2, que NH3+ sur 1 égale NRCl sur 1. Donc, que la quantité de matière en ion H3O+ initialement présente va être égale à la quantité de matière. On voit que la quantité de matière en ion H3O+ finale va être égale à la quantité de matière en chlorure de tertiobutyle initiale, 0. Et les deux sont égales à 4,6 fois 10 puissance moins 2 mol sur les graphiques. Donc ce qui est vérifié graphiquement. Alors pourquoi ça n'est vrai que si la réaction est totale? Tout simplement parce que si la quantité de matière initiale de chlorure de tertiobutyle ne correspond pas à la quantité d'ion H3+ finale, ça veut dire que tout le chlorure de tertiobutyle n'a pas été transformé en ion H3+, donc que la transformation n'est pas totale. Ce qui prouve que la transformation est totale. Question 9. Définir le temps de demi-réaction, noté à T1,5. Donc là, c'est bon, je ne vais pas recopier, c'est une définition. Donc le temps de demi-réaction, vous savez que c'est la durée nécessaire à une transformation chimique pour qu'elle atteigne la moitié de son avancement maximal. Donc si on devait résumer ça sous la forme à T1,5, on a x de T1,5 égale x max sur 2. Alors, question 10. Estimer graphiquement sa valeur à l'aide de l'une des deux courbes.
Alors là, on va prendre la courbe 1, on va se placer à 0,023 mol, c'est-à-dire à x max sur 2, et on va regarder l'abscisse correspondant à cette valeur de 0,023 mol. Et on trouve un T1,5 qui vaut 1250 secondes. Donc Q10, T1,5. Donc graphiquement, T1,5 égale 1250 secondes. Avec la définition qu'on vient donc de définir juste à la question précédente. Question 11. Donnez l'expression de la vitesse volumique de disparition du chlorure de tertiobutyle. Donc là, encore une fois, c'est une définition. Question 11. La vitesse de disparition du tertiobutyle. Donc la vitesse volumique, c'est la variation de concentration par rapport au temps. Donc c'est la dérivée de la concentration par rapport au temps. Donc on l'écrit, donc c'est d de RCL sur dt. Alors, attention, les vitesses sont toujours positives. La variation de concentration d'un réactif est négative puisque la concentration diminue au cours du temps. Donc la variation va être négative, le numérateur va être négatif et la variation temporelle, elle est positive. Donc on a du négatif divisé par du positif, donc ça va être du négatif. C'est la raison pour laquelle on met un moins quand il s'agit d'exprimer la variation de concentration d'un réactif pour que cette variation donne une valeur positive. Si c'était un produit, on n'aurait pas besoin d'écrire un moins puisque la variation de concentration serait positive puisque la concentration augmente au cours du temps. Donc la vitesse volumique des réactifs s'exprime avec un moins devant. Voilà. Question 12. Indiquez qualitativement comment évolue la vitesse volumique de disparition du chlorure de tertiobutyle au cours du temps en justifiant votre réponse. Pour répondre à cette question, on va s'aider d'un petit schéma. Donc voilà l'évolution temporelle de la concentration au cours du temps. Et qu'est-ce qu'on voit? Déjà, on voit que la concentration diminue, c'est un réactif, tout va bien. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la variation de la vitesse, donc l'évolution de la vitesse, pardon. Alors, comment est-ce qu'on calcule l'évolution de la vitesse? En regardant le coefficient directeur des tangentes au cours du temps. Donc là, je vais me mettre à l'ordonnée à l'origine. Là, je vais l'étudier à ce point-là, et là, je vais l'étudier à ce point-là. Donc, en rouge, on voit bien que le coefficient directeur de la tangente est plus faible que le coefficient directeur de la tangente à l'origine. Et en marron, on voit bien que le coefficient directeur de la tangente ici est encore plus faible. Donc, la vitesse, c'est la valeur du coefficient directeur de la tangente. On voit bien que cette valeur diminue au cours du temps, donc que la vitesse va diminuer au cours du temps. Donc, la vitesse de disparition du chlorure de tertiobutyle diminue au cours du temps. Car le coefficient directeur des tangentes diminue eux-mêmes au cours du temps. Donc là, la réponse est graphique. Si vous nous avez donné des valeurs de concentration dans un tableau de données expérimentales, on sera appuyé sur les variations de concentration au cours du temps, en différents instants de l'expérience. Alors, question 13. Donnez l'allure de la courbe représentant la vitesse volumique de disparition du chlorure de tertiobutyle, VRCL, en fonction de la concentration en chlorure de tertiobutyle, sachant que c'est une loi d'ordre 1. Alors là, c'est pareil, c'est une question, j'ai envie de dire, hyper classique. On veut la vitesse de RCL en fonction de la concentration en
chlorure de tertium butyle, sachant que c'est de l'ordre 1. Donc, la réaction étant d'ordre 1, par rapport à RCl, parce qu'un ordre c'est toujours défini par rapport à un réactif, par rapport à RCl, on a V égale K fois RCl, où K est la constante de vitesse de la transformation chimique étudiée du point de vue cinétique cette fois-ci. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ces deux grandeurs sont donc proportionnelles. Leur représentation graphique est donc une droite. Donc voilà, concentration en chlorure de tertiobutyle, vitesse de disparition du chlorure de tertiobutyle. Alors, le point 0,0 est-il un point de la courbe? Bien sûr que oui, puisque quand j'ai une concentration égale à 0, j'ai une vitesse nulle. Donc, voilà la représentation graphique de la vitesse en fonction de la concentration en chlorure de tertiobutyle. Donc, nous demandez d'établir, hein, moi j'ai rajouté la formule. La solution de l'équation différentielle, alors établir, pardon, l'équation 14, établir l'équation différentielle du premier ordre définie par RCl. Alors, question 14, équation différentielle. En RCl. Bon voilà, on a déjà une première partie de la réponse. On a établi l'expression de la vitesse en fonction de la concentration. Et on va appliquer la deuxième définition de la vitesse. Et on voit tout de suite va apparaître l'équation différentielle demandée. Donc là, on va l'appeler cette équation l'équation A. Celle-ci, l'équation B. Petit a et petit b donnent que la vitesse est égale à K fois la concentration en chlorure de tertiobutyle, mais c'est aussi égal à moins la dérivée de la concentration en chlorure de tertiobutyle par rapport au temps. Donc quand on compile ces deux expressions, on obtient que moins d de RCl sur dt est égal à K fois RCl. Donc pour faire une équation différentielle, on met la variable et ses dérivées du même côté, et on obtient d de RCl sur d de t plus K fois RCl égale 0. J'ai passé ça de ce côté-là. Et on a notre équation différentielle du premier ordre sans second membre. Question 15. La solution est de la forme a fois exponentielle moins kt. Déterminer la valeur de a à partir des conditions initiales de l'hydrolyse de chlorure de tertiobutyle. Alors, on y va. Question 15. On nous dit que la solution est de la forme a exponentielle moins kt. Que vaut a? Alors, donc d'après les conditions initiales c'est quoi? C'est kt égale 0. La concentration en chlorure de tertiobutyle vaut C0. Et C0, on l'a calculé tout à l'heure, ça valait 4,6 10-2 mol par litre. Donc là, on va appliquer la condition initiale à la solution proposée, c'est-à-dire que la concentration en chlorure de tertiobutyle à la date t égale 0, ça vaut C0, et ça vaut A exponentielle de moins 0 fois K. Exponentielle de 0, ça fait 1, donc ça fait A. Donc du coup, ça y est, on a trouvé que A valait C0 et valait 4,6 10 puissance moins 2 mol
par litre. A égale C0 égale 4,6, 10,2 mol par litre. Question 16. Pour linéariser l'expression de la solution, on utilise la fonction logarithme népérien. La courbe représentant le logarithme népérien de la concentration en terre subutile en fonction du temps est donnée figure 3. Calculer la valeur du coefficient directeur petit a de la droite obtenue. Alors ça, je pense que c'est une question qui peut en effrayer certains. Alors qu'en fait, elle n'est pas dure du tout. Il faut juste un petit peu faire abstraction des maths, là, et puis se dire, en fait, c'est pas compliqué ce qu'on nous raconte. On nous demande d'appliquer le logarithme népérien à la solution qu'on vient de trouver. Donc on va appliquer le logarithme népérien à L de RCL de t. Donc ln de RCL de t. Donc du coup on remplace la concentration en chlorure de terre subutile par l'expression qu'on vient de trouver, c'est-à-dire C0 exponentielle de moins lambda t. Alors là, la seule chose qu'il faut maîtriser, c'est que le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Donc ln de a fois b, c'est égal à ln de a plus ln de b. Donc on y va, ça fait ln de C0 plus ln de exponentielle de moins lambda t. Ln et exponentielle étant des fonctions réciproques, elles annihilent leurs effets mathématiques sur la variable moins lambda t. Ln de exponentielle de x, ça fait x, et exponentielle de ln de x, ça fait x. Donc ça veut dire qu'en gros, le logarithme ou l'exponentielle, c'est une opération mathématique. Donc ce que fait ln à la variable x, l'exponentielle l'annihile, le détruit, puisque c'est la fonction réciproque. Alors du coup, ça fait ln de C0 plus ln d'exponentielle, ça s'élimine, il nous reste moins lambda fois t. Et ça, c'est ln de la concentration en chlorure de terre subutile au cours du temps. Et là, qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît l'équation d'une droite. Ça, en maths, c'est ce qu'on appelle y, égale b plus a fois x. A, c'est lambda, x, c'est t, la variable, et b, l'ordonnée à l'origine. Donc, on a bien l'équation d'une droite, avec ln de C0 l'ordonnée à l'origine, et lambda, la pente. Ici, c'est ce qu'on nous demande de vérifier. Alors, calculer la valeur du coefficient petit a de la droite obtenue. Alors, on peut voir que le coefficient directeur que j'ai noté a, c'est égal à moins lambda. Alors, comment on va faire pour calculer le coefficient directeur? Donc, on va prendre deux points remarquables de la courbe, très facile à identifier. Alors, moi, j'ai pris le point de départ, donc on voit tout de suite l'ordonnée à l'origine. Et puis, j'ai pris le point à 1400 secondes, puisque 1400 secondes, c'est pile poil moins 3,9. Donc, ça fait quoi comme coefficient directeur? Ça fait moins 3,9 moins 3,1 divisé par 1400. Donc l'abscisse de cette ordonnée moins l'abscisse de cette ordonnée, c'était 0. Alors ça fait moins 3,9 plus 3,1 divisé par 1400. Et ça fait donc moins 0,8 divisé par 1400. Ça fait moins 5,7 10 puissance moins 4. Moins 5,7 fois 10 puissance moins 4. Et ce sont des secondes moins 1. Là, il n'y a pas d'unité. On nous dit dans le texte qu'il n'y a pas d'unité. Et ici, ce sont des secondes. Donc moins 5,7 10 puissance moins 4, secondes moins 1. Donc du coup, la valeur de lambda, comme ça c'est A et que ça vaut moins lambda, donc lambda c'est la valeur positive de ce résultat. 5,7 fois 10 puissance moins 4, seconde moins 1. Question 17. À l'aide de l'expression précédente, calculer la valeur du temps de demi-réaction et le comparer à la valeur obtenue en Q10. Alors, on nous dit quoi? On nous dit que le temps de demi-réaction, lorsqu'on a une transformation d'ordre 1 d'un point de vue cinétique par rapport au réactif étudié, c'est T1,5 égale ln de 2 sur 4.
Donc question 17, T1,5 égale à ln de 2 sur K. Bon bah voilà, hein, c'est une application bête et méchante de la formule. Ça fait ln de 2 divisé par 5,7 fois 10 puissance moins 4. Et comme ce sont des secondes moins 1, ici notre réponse sera en secondes. Alors on fait le calcul et on trouve 1,2 fois 10 puissance 30. Or, la valeur trouvée en Q3, c'était 1250 secondes. Donc ces deux valeurs, donc ça fait 1200 secondes. Donc ces deux valeurs sont identiques aux erreurs de lecture graphique près, bien évidemment, puisque on ne peut pas dire que le graphique nous donne des renseignements ultra précis, des abscisses et des ordonnées. Donc ces deux valeurs sont cohérentes, sont différentes mathématiquement, mais physiquement elles expriment la même valeur parce qu'elles ont été obtenues par des approximations graphiques relativement importantes. Là, on ne nous demandait pas de faire un calcul d'incertitude, on ne nous donnait pas d'informations. Donc là, on va se contenter d'une phrase pour justifier la différence entre ces deux valeurs qui sont physiquement, chimiquement identiques. Donc ce sont les deux mêmes valeurs aux erreurs près. Voilà la conclusion, aux erreurs de lecture graphique près. Voilà, on a terminé la correction de cet exercice.